Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce journal d'actualité hebdomadaire du district de Nyon avec comme information principale le syndicat UNIA qui est impliqué dans une large fraude à la caisse cantonale de chômage. On l'apprenait ce matin. Une nouvelle qui, bien sûr, tombe mal au moment où le syndicat invite les collaborateurs, notamment de Generali, pour une soirée organisée le 5 mai pour célébrer les emplois qui ont pu être sauvés. On reviendra sur ce cas et bien sûr sur la fraude dans quelques instants avec le secrétaire syndical Yves Deferrare. Et puis nous aurons une large page consacrée à la ville de Gland avec notamment le nouvel OMS du Chêne, la future plage de Gland ou encore son marché hebdomadaire. Et enfin, nous recevrons la présidente démissionnaire du village du Lac à Nyon. Elle nous expliquera les raisons de son départ ainsi que celui des 3 autres membres du comité. Je vous le disais à l'instant, le syndicat UNIA est impliqué dans une large fraude à la caisse cantonale de chômage. Une information révélée il y a quelques minutes par nos confrères de 24 heures. Ce sont des employés fictifs qui étaient déclarés à la caisse du chômage. En tout, c'est des secrétaires syndicaux, et une vingtaine de patrons dans le secteur de la construction qui sont impliqués dans cette affaire. Yves Deferrare, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire syndical, je le disais tout à l'heure. Cette information, vous l'avez apprise ici même. Je l'ai appris ici même en rentrant dans les studios. Donc pour moi, ce n'est pas une information qui est avérée. Je n'ai aucune idée. Je vais rentrer après cette interview ici dans nos locaux à Lausanne. Alors d'après nos confrères de 24 heures, il y a eu des perquisitions aujourd'hui. À 5 heures du matin, puisque c'est d'après ce qui était comme information, une perquisition qui a été faite à 5 heures ce matin. Donc je suis absolument pas en mesure de pouvoir vous dire qui pourrait être concerné, puisque en tous les cas, moi, je me trouve sur votre studio. Et c'est une information du 24 heures que vous m'avez montré juste avant de montrer dans le studio, donc je n'ai pas vraiment d'autre chose à vous communiquer que cela. Je comprends bien. Des éléments, vous ne pouvez pas vous prononcer sur une information que vous n'avez pas pris connaissance, mais non. Une réaction quand même, c'est pour le moins choquant. Bon, c'est toujours choquant si vous le dites comme ça, qu'il pourrait y avoir une fraude d'assurance sociale. Ça ne l'est pas d'après vous ? Bien sûr. C'est ce que je vous dis, c'est toujours choquant. Je viens de vous dire, c'est toujours choquant d'apprendre qu'il pourrait y avoir une fraude à une assurance sociale, que ça se passe dans un milieu syndical, que ça se passe dans les pouvoirs publics, que ça se passe dans les milieux patronaux. Ça reste toujours choquant, évidemment. Je ne peux pas vous répondre autre chose. Juste après cet entretien, vous allez en cellule de crise pour évoquer justement ce cas-là. Qu'est-ce qui peut être imaginable comme prise de position de la part du syndicat ? Quelles sont les pistes ? Moi, je ne peux pas vous donner de piste maintenant parce qu'en l'état, je vous dis, j'apprends cette information à l'instant et avant d'instruire et de savoir exactement de quoi il en retourne et quel niveau d'information nous avons dans nos bureaux, je peux difficilement vous répondre. Ce que je peux vous répondre en revanche, c'est que clairement, le syndicat UNIA prendra toutes les mesures qu'il faut prendre, s'il y a des mesures à prendre, s'il y a des collaborateurs qui devraient être impliqués, mais à l'heure actuelle, je ne peux pas vous donner plus d'informations avant d'avoir instruit et de comprendre ce qui s'est passé. On est face à, selon votre mobile que vous m'avez montré tout à l'heure, une information qui était diffusée par le 24 heures. Je ne sais pas s'ils étaient présents à 5 heures le matin lorsqu'il y a eu les perquisitions auprès de la police. Moi, je n'ai pas d'informations à vous donner en l'état, personnellement, ici sur ce studio, quand bien même je voudrais le faire. Je comprends bien. En tout cas, j'étais là en tout cas, pour parler de Generali, mais comme vous voyez, je ne me suis pas défilé, je n'ai aucun problème Absolument. avec cela, parce que c'est une invitation que vous m'avez faite, qui tombe au moment précis où une information arrive. Et voilà. Et je comprends bien. Je vous remercie d'ailleurs justement d'avoir accepté de réagir à cela. Pour être tout à fait complet, on va préciser qu'il s'agit de plusieurs millions de francs d'escroquerie et l'affaire aurait débuté, selon donc, nos confrères de 24 heures, en 2013. Voilà pour ça, on va maintenant évoquer ce qui était prévu avec vous, Yves Deferrare, à savoir cette soirée que vous organisez le 5 mai. C'est avant tout une soirée de remerciements pour les employés, notamment de Generali, avec le plan social qui a été signé. Oui, absolument. D'abord, il y a eu chez Generali des sauvegardes de places de travail. Je crois que le plan social est une chose, mais il y a aussi eu des sauvegardes de places de travail. Ce que les salariés voulaient faire, les délégations des 2 entreprises aussi, c'est d'une part, je pense aussi, il faut le relever, remercier les autorités communales, qui, lorsqu'il y a des négociations ou des conflits collectifs, des dissociements collectifs, sont importantes. Il faut savoir qu'on a besoin de logistique quand on est face à des restructurations importantes, de salles dans des moments précis, d'urgence, etc. Et il faut le dire que la commune de Nyon, comme la commune de Saint-Sulpice, pour ce qui est de Galenica, a contribué de cette manière-là à faciliter l'organisation de la restructuration. C'est essentiel et pas toutes les communes le font, je tiens à le dire aussi. Et donc c'est aussi une manière de leur dire merci de la part des salariés et de l'organisation syndicale
syndicale, de contribuer avec une logistique à cette restructuration. En même temps aussi, c'est important de relever le travail qu'a fait ces délégations du personnel, ces personnes qui ont négocié aux côtés du syndicat. Eux, ils ne sont pas des professionnels de la négociation, ils se sont impliqués. Ils n'ont pas forcément l'habitude aussi d'avoir un rapport avec les syndicats. C'est une nouveauté pour eux. Absolument. Ils ont été élus sur le moment. Vous voyez, on a affaire à des personnes qui, si vous voulez, ils sont entrés dans une assemblée du personnel élus, ont été sur le moment mis à disposition de la part de leurs collègues pour venir négocier. Ils ne connaissaient pas ce que c'était le mouvement syndical, ils ne connaissaient pas non plus, comme le reste de l'entreprise, ces deux entreprises d'ailleurs, qu'est-ce que ça impliquait. Et je crois que c'était aussi important que les autres collaborateurs puissent aussi les remercier de l'implication qu'ils ont eue. Ce n'est pas évident de négocier en face de son patron lorsqu'on n'a de surcroît pas de formation. Et des négociations, selon vos propres termes, qui ont été très dures. Très difficiles, absolument. Vous savez, on gère une cinquantaine de représentations du personnel dans le canton, de grandes entreprises, des gens qui sont régulièrement formés par le syndicat. Et là, on a eu affaire à des personnes en face, des avocats et des employeurs pas toujours si évidents à suivre, avec une bonne foi qui n'était pas toujours autour de la table au moment des négociations. Donc c'était très difficile avec des personnes qui n'étaient pas formées et qui ont su relever ce défi de manière remarquable, je pense qu'il faut le dire. Ce cas, Generali en particulier, est révélateur d'un phénomène de société. On voit que ces postes qui sont supprimés, c'est lié à la numérisation. Et vous constatez que dans ces secteurs qui n'avaient pas l'habitude de ce genre de situation, ne connaissaient justement pas le rapport au syndicat, et encore moins l'importance que peut revêtir un syndicat dans le cadre de ce genre d'événement. C'est une situation qui va être amenée à se changer aussi dans différents secteurs, on l'imagine, pas seulement dans les assurances. Oui, on vient de le voir encore en ce moment chez Thermo Fisher. On a affaire à des entreprises qui, au niveau du dialogue social, ne fonctionnent plus du tout la même chose. On n'a plus affaire à des patrons en tant que tel en face, on a affaire à des multinationales. Les modes de fonctionnement de ces entreprises ont changé. Effectivement, on doit faire face à des situations complètement différentes d'à l'époque. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a affaire à des avocats qui sont en face, qui essayent de contourner au maximum les dispositions légales. Ça, c'est aussi relativement nouveau. Et on l'a vu chez Gallicard, des employeurs qui essaient de contourner le syndicat en payant des avocats, toute une série d'éléments qui sont assez nouveaux, somme toute, dans ces conflits sociaux auxquels il faut faire ça. Par contre, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on a finalement des taux de syndicalisation de ces entreprises qui sont maintenant extrêmement élevés. Et puis, alors c'est vrai que ces méthodes, paradoxalement, amènent plus de conflits. Parce qu'il n'y a pas de partenariat social. Bon, nous, on peut y faire face comme syndicalistes. Ça augmente les représentativités du syndicat de manière importante. Et de l'autre côté, je pense qu'on a réussi dans ces entreprises, le syndicat a montré qu'on est capable d'obtenir des résultats lorsque, dans une restructuration, on fait face à cela et on se défend. Le 5 mai a uni Global Union justement pour cette soirée de remerciements. Et puis je vous rappelle cette information que l'on a pris connaissance il y a quelques minutes. Donc des employés fictifs étaient déclarés au chômage par une vingtaine de patrons du milieu de la construction et aussi par des secrétaires syndicaux de UNIA précisément. Yves de Ferrard nous disait qu'il avait appris l'information ici même et que ne pouvait pas s'exprimer plus que cela. Une dernière chose quand même à ce sujet-là, Yves de Ferrard, est-ce que ça ne montre pas qu'il y a un problème de contrôle au sein du syndicat? Moi, je pense qu'il n'y a pas d'organisations qui sont infaillibles. Il y a eu des difficultés dans toutes sortes d'organisations, à l'État comme ailleurs. Je pense que tant qu'il y a des êtres humains, il y a des possibilités de dérapage, où que ce soit. Après, les contrôles, vous savez, c'est des mesures qu'on peut prendre. On peut améliorer lorsqu'on a connaissance d'éléments qui méritent de prendre plus de précautions. La difficulté dans ce genre de choses, c'est d'instruire et de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Dans les assurances sociales, de manière générale, sans parler de ce qui se passe ici, si on a des personnes qui se présentent dans un secrétariat qui procurent des documents, c'est très difficile pour des personnes qui soient fonctionnaires, qui soient dans n'importe quelle institution, de vérifier que ces documents soient justes. On ne peut pas forcément savoir si ce qui est écrit dessus est vérifié à chaque document qui soit, sinon on n'arriverait pas à avancer. Donc, il faudrait voir à quel niveau cela s'est passé. Ce que nous pouvons vous garantir, en tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est que l'organisation syndicale, on est des personnes responsables, que s'il y a des mesures à prendre, on les prendra,
que si on a découvert qu'il faudra par la suite prendre des précautions supplémentaires, on le fera. On n'a pas vocation, évidemment, on n'est pas une organisation qui a vocation à faire des bénéfices. On n'a pas des actionnaires derrière. On est une organisation à but non lucratif. Donc ça, je pense aussi, c'est quand même un gage de savoir qu'il n'y a pas eu de volonté d'enrichissement, comme ça pourrait l'être dans une entreprise ou ailleurs. Donc je crois que s'il y a des mesures à prendre... on parle quand même de plusieurs millions de francs, donc il y a forcément un intérêt financier. Plusieurs millions de francs, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que vous parlez de plusieurs millions de francs, on parle de 20 entreprises qui sont incriminées là-dedans. Et des qui a touché les 20 millions? Moi je ne sais rien, vous n'en savez rien en ce moment. La difficulté, 20 millions, moi je ne sais pas ce que ça signifie. Mais on nous imagine que s'il y a des secrétaires syndicaux qui sont impliqués là-dedans, il y a un... Mais je ne sais pas à quel niveau ils sont impliqués. Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont fait une négligence et puis un document a été mal, comme je viens de vous le dire, évalué. Au moment, si je vous remets un certificat médical, est-ce que je suis sûr que c'est bien le médecin qui a écrit sur le document le certificat, ou est-ce qu'on a mis du typex dessus, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit? On reçoit le document, on fait confiance à la personne. Est-ce que les personnes qui sont incriminées aujourd'hui ont fait juste de la négligence? Vous savez, il y a quand même la présomption d'innocence d'abord qui doit se mettre. Ce matin, il y a une perquisition, il y a des personnes qui ont été à 5 h du matin interpellées par la police. Je ne sais pas s'ils sont en garde à vue aujourd'hui, je ne sais pas si ces personnes sont en interrogatoire, je ne suis pas en mesure de vous répondre. Donc la seule chose que je peux vous dire en ce moment, c'est qu'on va, dès cet après-midi, instruire que s'il y a des mesures à prendre, on les prendra. Il se trouve qu'à 5 h du matin, je dormais, la police n'est pas venue chez moi, donc je me sens relativement à l'aise et c'est pour ça que je n'ai pas décliné votre invitation. On assume ses responsabilités, ce n'est pas très heureux évidemment ce qui a été communiqué, mais il y a aussi eu déjà des communications qui ont été faites de manière généralisée. On peut parler de 20 millions, après il faut savoir quelle part de responsabilité les personnes ont, à quel niveau, et à partir de là, je pense qu'on sera en mesure de répondre. Et soyez certains qu'on ne va pas se défiler chez Unia. S'il y a des choses à répondre, s'il y a des choses à corriger, on le fera et on l'expliquera. Yves de Ferrare, un grand merci pour votre prise de position et votre transparence. Bonne continuation. Merci beaucoup. Je vous le disais en titre, à Gland, les travaux de l'EMS du Chêne ont débuté. Le nouvel établissement de la Fondation Belle Saison pourrait être achevé d'ici la fin 2018 avec une capacité de 56 lits. Florian Cavaleri. On est là aujourd'hui pour marquer le coup du démarrage des travaux pour l'EMS Le Chêne. On peut dire qu'au niveau de la ville de Gland, ville la plus jeune de Suisse, ce qui a été marqué en 2015, il y a toute une politique qui a été faite en faveur des aînés. On a tout un travail qui a été fait par Vivag déjà pour rassembler les aînés et puis leur permettre de partager des moments les uns avec les autres grâce à des ateliers. La ville de Gland a mis à disposition des appartements protégés. Et puis il vient un moment où malgré tout, on ne peut plus vieillir à domicile, bien qu'il y ait des soins à domicile et tout ce qui permette justement de le faire le mieux du monde. Mais là, il faut pouvoir aller à l'EMS et puis cet EMS va être une solution pour nos aînés. Alors justement, vous l'avez dit, Gland, ville la plus jeune de Suisse, pourtant une part croissante de la population approche de l'âge de la retraite ou à plus de 65 ans. Expliquez-nous ça. Oui. Alors en effet, actuellement, nous avons à peu près 10% de notre population qui a plus de 65 ans. Mais comme dans toute la Suisse et spécialement la région de la Côte, nos aînés vieillissent et puis on va doubler le nombre d'aînés de plus de 85 ans d'ici les années 2035. Donc à ce moment-là, il faudra vraiment être à même de pouvoir accueillir ces gens qui seront là et puis qui pourront peut-être plus rester à domicile à 85 ans. Souvent, c'est l'âge où on commence à penser à l'EMS. Le maître d'œuvre de cette nouvelle EMS qui s'appellera Le Chêne est la Fondation Belle Saison. Que vient compléter cette EMS dans vos dispositifs régionaux? Cette EMS va offrir des chambres à un lit, des structures qui répondent aux besoins de la population, permettre à l'EMS des 4 saisons qui aujourd'hui offre beaucoup de chambres à 2 lits dans une structure petite, de pouvoir bénéficier du terrain, de structures modernes, chambre à un lit, WC, douche, des espaces extérieurs, intérieurs, et d'offrir la possibilité pour une diminution de lits, pour une structure nouvelle. Mais c'est vrai que le Chêne, pour nous, va répondre dans la volonté des proches d'avoir des chambres à un lit. Et c'est surtout l'important, c'est d'avoir aujourd'hui et dans les années futures des EMS qui répondent aux besoins de la population qui va être accueillie, comme on l'a dit, dans les 50 ans qui viennent.
Quel est le geste architectural de ce projet ? Une idée sur l'implantation et les aménagements extérieurs en réponse au contexte. Puis après, il y a une idée d'organiser le programme à l'intérieur du bâtiment autour d'une figure de distribution en 8 qui se retrouve au centre sur un espace traversant. Quand on fait un projet DMS, on se met un peu dans la peau du résident et on s'imagine un petit peu comme on aimerait être à sa place. C'est des bâtiments de grande dimension qui sont des grandes échelles, mais il faut imaginer qu'après, le résident, il vit à l'échelle de sa chambre, et après, il faut essayer d'imaginer créer une sorte d'appartement pour lui qui soit aussi compatible avec l'idée de rassembler 56 personnes dans un même bâtiment, quoi. Voilà donc pour les travaux de cette EMS avec nous Thierry Genoux, bonjour. Vous êtes le municipal en charge des bâtiments et de l'urbanisme à la ville de Glon. Un mot d'abord sur le sujet qu'on vient de voir. On comprend l'importance de ce genre de travaux. Ça correspond à une demande évidemment de la population et aussi à une évolution de la société. Non, bien sûr, la société est en train de vieillir. Même si Glon est la ville la plus jeune de Suisse, d'après les dernières statistiques, c'est vrai que dans la région, parce que ce n'est pas uniquement un EMS communal, c'est vrai que c'est pour toute la région. Donc c'est vrai que la population étant vieillissante, le nombre de lits doit être en perpétuelle mutation. Et c'est vrai qu'il faut augmenter le nombre de places au fur et à mesure de l'augmentation de la population. Et avec vous Thierry Genoux, on va évoquer un sujet qui tient à cœur, évidemment, de tous les habitants de la ville de Glon, c'est la fameuse plage qui est attendue depuis des années de pouvoir se parer de ses plus beaux atours. Eh bien, mauvaise nouvelle. Disons mauvaise nouvelle, non, c'est-à-dire qu'on va faire un été dans l'état existant. Il faudrait être patient. Alors c'est vrai qu'il faudrait être patient, ça c'est un petit peu le problème des demandes d'autorisation qui sont déposées, des possibilités d'opposition qui sont faites, ça s'appelle la démocratie, et on va traiter toutes ces petites péripéties, je dirais, dans le courant de cet été, pour arriver l'été de 2018 avec une plage qui sera vraiment toute belle et refaite, avec surtout un accès à l'eau qui sera beaucoup plus facile que ce qu'il est maintenant. Une plage digne de ce nom. À souligner aussi, c'est relativement rare, il n'y a pas eu d'opposition formelle à ce projet. Alors, il n'y a pas eu d'opposition par le conseil communal, mais il y a quand même eu 3 oppositions à l'enquête publique, même une 4e qui est, disons, de l'AVACA, l'association vaudoise pour les handicapés, qui va être traitée très facilement, mais disons qu'il y a quand même 3 voisins qui se sont opposés à cette enquête publique, d'où la petite difficulté qu'on a de faire les travaux. Retard, justement. Exactement. Quels sont les aménagements qui vont être faits ou qui sont envisagés suite justement aux exigences ou aux plaintes ? Alors c'est vrai qu'on a 2 voisins directs qui s'opposent à ce projet, mais qui s'opposent de façon constructive, on va dire. Ce n'est pas une opposition formelle, de principe, on ne veut rien. Exactement. Donc on arrive à discuter avec eux. Donc il y a des aménagements tels qu'un mur peut-être un tout petit peu plus haut que les 1,80 m qui étaient prévus, un déplacement des ordures, des containers. On va pouvoir peut-être mettre une clôture, favoriser un petit peu la privacité de ces voisins. Donc on comprend aussi leur intérêt. Maintenant, il y aura aussi des contrôles qui seront probablement mis en place, un règlement d'utilisation qui risque d'être mis en place pour justement diminuer un peu les contraintes et les nuisances pour ses voisins. Alors justement, on l'a vu dans certaines plages sur la côte, notamment à Genève, il y a des communes qui, pour lutter contre les incivilités, ont décidé de réserver la plage uniquement aux résidents, voire même de fermer l'accès à la plage après certaines heures. Et c'est quelque chose qui est envisagé. Alors, on en a discuté lundi en municipalité. C'est vrai que non, la volonté de la municipalité n'est pas de fermer la plage à 22h, n'est pas d'interdire l'accès aux gens de Beugnin, de Bassin ou de Communy. On a toujours été versé du côté régional, donc c'est vrai que c'est un petit espace, mais qui doit être ouvert à toute la population du district, voire même plus, puisqu'on a quelques touristes qui font l'étape à Glon et qui seront tout contents de pouvoir bénéficier de ces installations. Et d'autres travaux qui sont aussi attendus avec une certaine impatience, c'est les travaux du passage sous voie. Là, par contre, a priori, il n'y a pas de retard. Non, alors maintenant les retards ont été annoncés, donc maintenant depuis aujourd'hui il n'y en aura pas et c'est vrai que ça va bon train, c'est vraiment un énorme chantier. Je crois que les riverains ont malheureusement eu quelques nuisances supplémentaires parce que c'est vraiment un gros chantier, c'est 3 chantiers qui sont successifs et qui s'additionnent. Donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de nuisances, maintenant c'est bien maîtrisé, je dois dire que les travaux vont bon train et on espère vraiment fort. Alors fin de cette année tout est fini.
Par contre, le passage inférieur sera ouvert aux cyclistes à la fin de l'été. On le voit ici, les images justement de la gare de Glon. Ça, ce genre de travaux, ça reste exceptionnel pour toute commune. Oui, c'est vrai que c'est un chantier qui est énorme. Alors, on savait déjà au départ l'importance de ces travaux, mais on arrive rarement à imaginer le commun des mortels si on n'a pas vécu ce genre de travaux. C'est vrai que c'est colossal. Et là, on peut tirer un gros coup de chapeau à tous les ouvriers, toutes les entreprises qui ont bossé sur ce chantier, parce que vraiment, c'est une réalisation qui est magnifique. Même si certains citoyens, on a eu un verre qui a été versé pour l'ouverture aux piétons. Et c'est vrai qu'on dit, mais autant de choses pour un si petit passage. Mais c'est vrai que c'est vraiment un bénéfice pour la population qui est énorme et pour les usagers du train, bien évidemment. Thierry Genoux, vous restez avec nous encore pour quelques minutes avec le conseil communal qu'on va évoquer de Glon, qui tiendra sa séance ce jeudi soir. L'occasion notamment d'évoquer, on reviendra avec vous aussi, sur d'évoquer le réseau routier. En l'occurrence, dans le sujet, c'est en compagnie du municipal Michael Rohrer. Alors c'est le réseau routier qui sera au cœur de la prochaine séance du conseil communal glandois. Effectivement, avec 3 préavis, donc un en décision qui est la mise en place de la zone 30, plus 2 préavis, un qui concerne des places de parc le long du chemin du Lavasson, une demande aussi qui vient des commerçants. On va mettre le long du mur anti-bruit CFF 11 places de parc qui seront réparties en zone bleue et en zone blanche 30 minutes. Et puis ensuite, un plus gros préavis, c'est un crédit d'études pour la requalification de la vie creuse et du bas de la rue du Perron. Ça s'inscrit dans un concept global de circulation où on cherche à avoir un axe structurant complémentaire pour faire la descente nord-sud. C'est un axe qui a déjà été redéveloppé notamment par la traversée au-dessus de l'autoroute où le pont a été élargi. La première partie qui est la route de Luin a été élargie lors de la construction du quartier d'Aïkonote. Et puis maintenant on va s'attaquer à la partie basse qui est la vie creuse et la rue du Perron pour rejoindre ensuite en bas la route suisse. L'objectif, c'est de régler les flux de trafic qui traversent la commune, les pénétrantes. Effectivement, il s'agit aussi pour nous de voir s'il y a une possibilité de délester un tout petit peu l'avenue du Mont-Blanc en faisant un report de trafic ensuite sur la vie creuse qui aujourd'hui n'est pas aussi chargée, de loin pas, que l'avenue du Mont-Blanc. On se trouve aujourd'hui autour des 4000-4500 véhicules jour sur la vie creuse alors que sur le haut de l'avenue du Mont-Blanc, on est à 24 000 véhicules jour environ. Donc on espère aussi que dans les moments où il y a des bouchons, où on voit que ça coince sur l'entrée de l'autoroute, que les gens prendront le réflexe de monter par la vie creuse pour aller, que ce soit même reprendre l'autoroute par la Bichette, ou en tout cas déjà monter sur Benien ou les villages du Haut. Voilà, on voit des changements qui vont impliquer, Thierry Genoux, des changements d'habitude de la part des usagers de la route. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a toujours eu comme approche de tranquilliser les zones d'habitation et de ne pas essayer de polluer toute la zone résidentielle. Donc c'est vrai qu'avec ces travaux-là, avec cette étude, en tout cas sur la vie creuse, on va donner une variante à tous les usagers de la route suisse pour regagner la route de l'Etra ou vice-versa, donc passer par la Bichette pour aller à l'autoroute. Donc c'est vrai que c'est un important projet, c'est une importante étude qui va déboucher sur probablement quelques millions de travaux dans ces prochaines années. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à hiérarchiser notre réseau routier, et ça c'est très très important. On parle du réseau routier, on a évoqué tout à l'heure évidemment toutes les questions liées à l'aménagement de la gare, la plage. Le municipal en charge de l'urbanisme que vous êtes, là vous avez un rôle particulier. On est sur aussi le boom démographique de Glon, on est à une période charnière, on est en train de revoir la ville et le visage de Glon pour la prochaine génération. Alors c'est vrai qu'on est en train de le pérenniser, on est en train de le préciser, puisqu'on a une situation géographique qui est évidente avec ces deux artères qui sont l'avenue du Mont-Blanc et la vie creuse. On oublie énormément de parler des cyclistes, parce que je crois que vous avez un sujet aussi après coup, mais c'est vrai que de donner la possibilité aux cyclistes de monter de la route suisse à la route de l'Etra ou vice-versa, c'est quand même des transversales qui sont extrêmement intéressantes. Et c'est vrai que là, on est en train vraiment de préciser le visage de Glon dans les 10-15 prochaines années. Du reste, on est en train aussi de revoir notre plan directeur communal, notre plan général d'affectation, ce qui va avec. Et la mobilité est un sujet extrêmement important
dans tout le district, dans toute la région, dans tout le canton. Il y a du pain sur la planche, comme on dit. Exact. Clairement. Ouais. Est-ce que le municipal Thierry Genoux est un adepte du marché? Alors, absolument. Le marché de Gland en particulier? C'est des endroits de rencontre, de partage avec les habitants. Et incontournable pour un politicien? Mais je ne suis pas un politicien, je suis désolé, mais moi je ne fais pas de la politique, je fais plutôt de la gestion communale. Mais c'est vrai que pour un habitant, c'est extraordinaire de pouvoir déjà avoir des produits locaux, avoir des produits de saison et de pouvoir vraiment s'achalander sur place dans sa commune. C'est très très intéressant. On espère le dynamiser. Du reste, les gens qui s'en occupent ont fait un extrêmement gros travail pour dynamiser. Et le passage inférieur dont on parlait tout à l'heure c'est un prolongement qui va probablement amener le marché à se prolonger sous gare. Et ce qui fait que le quartier Gare Sud sera aussi un endroit tout à fait intéressant pour le marché. Thierry Genoux, merci beaucoup pour votre présence. Et justement, on évoquait le marché, on va parler maintenant du marché hebdomadaire, justement, de la ville de Gland qui reprend ses quartiers jusqu'à l'automne. Les précisions en compagnie de Jeannette Weber au micro de Florian Cavalleri. On a donc fermé la route pour la première fois. Et puis on espère que on a mis plus de stands, on a plus de marchands, on a plus de vignerons aussi. On aura des gens on fera un tournus avec des stands qui s'échangent un peu à chaque mercredi. On aura donc un staff une base qui sera là tout le temps, tous les mercredis. Mais on a également un tournus, des stands qui s'échangeraient à chaque mercredi. C'est aussi pour faire un peu de pub. Chaque fois qu'on aura un événement à Gland, on va le mercredi d'avant mettre le stand qui va parler de ce qui va se passer. Par exemple, le week-end d'après, ça soit culturel ou on donne aussi la possibilité aux associations comme Vivac ou par exemple le Parlement des jeunes qui puissent aussi se mettre en avant puis présenter un petit peu ce qu'ils font. Autre nouveauté, ça concerne des caddies, je crois. Voilà, alors ça, oui, on est très fiers d'avoir ces caddies, donc je pense que ça va vraiment donner une cohésion. Si tous les amis du marché vont acheter un caddie, on a pouvoir prendre le slogan de l'ACG, donc l'Association des commerçants de Gland. Et puis on espère que les gens vont acheter ce caddie. On aimerait aussi, le but c'est que les gens viennent aussi à pied, parce que comme on n'a pas énormément de places de parc quand même autour de la gare, c'est sympa de venir à pied. Et puis après avec le caddie, c'est pas lourd, on peut partir avec le caddie à la maison, quoi. Plein, le caddie plein, quoi. Alors, on est le dernier mercredi du mois d'avril et ce marché débute jusqu'à quand? Il tiendra séance sur cette nouvelle place du village glandois. D'accord, donc on a une première série printemps-été qui dure jusqu'au 12 juillet. Après, on aura une pause estivale et puis on recommence le 23 août et pour se terminer le 11 octobre. C'est l'endroit où les Glandois se retrouvent, peuvent faire leur marché. Comme il y a aussi par exemple une boucherie, comme on n'a pas de boucherie à Gland, c'est parfait. Il y a des poissons, et puis il y a de quoi pour boire un verre, pour rester ensemble. C'est vraiment l'endroit convivial où les Glandois se retrouvent. À Nyon, 4 des 5 membres du comité du village du Lac démissionnent. L'association devait occuper et animer l'ancienne pisciculture cantonale. Avec nous, Jacqueline Nepflin-Carlan, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente démissionnaire de l'association Village du Lac. On va rappeler déjà le projet initial. L'objectif était de créer un lieu combinant les activités lacustres sportives dans les occupants actuels des lieux et des activités culturelles autour d'une buvette. Alors aujourd'hui, la démission, je l'ai dit, de vous et de 3 autres membres du comité. Pourquoi ? Alors, tout d'abord, j'ai envie de dire que le projet en lui-même, on le trouve toujours aussi magnifique et on pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans ce lieu-là qui est un lieu unique pour réunir des gens qui ont cette sensibilité par rapport au lac. Nous avons créé l'association en avril de l'année dernière et nous avons commencé à travailler sur le premier
l'élément le plus important, enfin pas du tout le plus important, l'essentiel au départ qui était de pouvoir accueillir les petits pêcheurs d'oignons puisqu'ils allaient perdre leur local à l'usine à gaz. Et pour ça, il a fallu prévoir des aménagements assez différents avec des ouvertures, des gros travaux pour pouvoir les accueillir et donc organiser le déménagement des autres associations déjà sur place. Donc c'est la première partie du gros travail qui a été fait. Et voilà, ça a été les premières choses. Des plans ont été établis, des devis, une première demande d'argent. Ça a été assez loin d'ailleurs, tout ce projet. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous jetez l'éponge? Alors aujourd'hui, on est un petit peu fatigué, on va dire, parce qu'on a mis beaucoup d'énergie pour ce premier volet et malgré notre volonté et notre conviction par rapport au bien fondé du projet global, nous avons eu un peu de la peine à convaincre. Nous n'avons pas réussi à convaincre les associations lacustres sur place que c'était un projet qui était pour eux également. La crainte de leur côté que vous évoquez comme explication de leur position, c'est la crainte des activités culturelles. C'est ça le point d'achoppement essentiel ça a été un des points d'achoppement. Effectivement, ils ont manifesté à plusieurs reprises que ce lieu devait être uniquement sportif. Et c'est vrai que nous, avec cette envie de créer un pont entre sport et culture, c'est quelque chose qui n'a pas été entendu. Est-ce que, du coup, ce projet-là est encore valable aujourd'hui, sachant les réticences qu'il y a eu et qu'il y a encore? Alors, j'espère. Vraiment, moi personnellement, et je pense que les autres membres du comité des missionnaires me suivront, nous, c'est un projet auquel on a cru. Je pense qu'on y croit encore. Il y a une possibilité, mais peut-être que c'était un peu tôt. Et pourtant, la municipalité dit être étonnée de votre démission, puisqu'il y a peu de temps encore, la situation semblait s'aplanir et des solutions pointaient à l'horizon. Est-ce que vous comprenez cette déception ou cette surprise? Alors, je vous avoue que je suis surprise de la surprise, un petit peu quand même, parce qu'on a rencontré pas mal de difficultés à différents niveaux pendant cette année, même déjà avant, mais là, concrètement, depuis une année, on rencontre pas mal de difficultés qu'on a relatées. C'est vrai qu'on n'a pas fait une énorme publicité là-dessus, mais on a quand même cherché pas mal de contacts et de conseils. On a essayé de rassembler les gens. On a organisé tout un tas de réunions avec, d'une part, de l'autre, enfin bref. Et donc voilà, ça a été extrêmement difficile. Les attentes étaient très très grandes, je crois, de toutes parts. Les craintes ont été grandes aussi, et c'est vrai que ça n'a jamais été vraiment simple. C'est vrai qu'on a eu une réunion tout dernièrement qui devait aplanir un petit peu ce qu'on pensait être les difficultés principales. Et puis voilà, je crois qu'on est arrivé à un stade où on est un petit peu fatigué de ne pas voir l'aboutissement possible. Il y a une assemblée qui sera prochainement organisée pour du coup nommer le nouveau comité. Quel conseil est-ce que vous donneriez au futur comité? Celui qui sera amené à vous remplacer. Quel conseil leur donner? À part s'armer de courage, manifestement. Non, d'une part, mais je dirais surtout continuer. Il y a une grosse partie du travail qui a été fait. Il y a des baux de sous-location qui sont prêts à être signés. Le bail est aussi prêt à être signé. Je crois que le gros travail administratif, qui n'était peut-être pas celui pour lequel on était le plus motivé, a été fait. Maintenant, il s'agit de construire. Un site Internet est quasi terminé. Il faut maintenant rassembler un maximum de personnes qui croient à ce projet et qui ne sont peut-être pas forcément les associations uniquement, mais tout un chacun qui a envie que ça se développe. Nepline Carlen, merci beaucoup pour votre présence. À bientôt. Merci. Direction Coppet à présent, qui veut aménager la route cantonale qui traverse son centre. Le conseil communal a accordé lundi soir un montant de 161 000 francs pour une nouvelle étude. Les explications de Rodolphe Henner. C'est une particularité qui n'est pas toujours facile à assumer. Coppet est l'un des rares villages vaudois où la route cantonale traverse le centre du bourg, avec les contraintes que cela implique. Depuis toujours d'ailleurs, le village a souhaité arranger le trafic tout en mettant en lumière les commerces du bourg. Et après l'épisode malheureux des bacs rouges que les autorités avaient installés pour réduire la vitesse du trafic et qui avait suscité la colère des habitants via un sondage, il est temps d'envisager l'avenir.
Le sondage démontrait que malgré tout, si les bacs ne les satisfaisaient pas, eh bien, il y avait une volonté de travailler cette route d'une autre manière et de proposer quelque chose. Les gens sont sensibles à la traversée du bourg de Coppet et souhaitent qu'on fasse quelque chose. Ce quelque chose devra être imaginé dans le cadre d'une nouvelle étude de la traversée du village, pour laquelle le conseil communal a accepté lundi soir de verser 161 000 francs, non sans quelques discussions. Mais alors, le vieux projet datant de 1917 et qui prévoyait un tunnel mêlé à une route de contournement pour préserver le village est-il définitivement abandonné ? 1917, c'est les premières discussions sur un contournement. Aujourd'hui, force est de constater qu'un contournement est extrêmement onéreux. On l'a chiffré récemment environ 100 millions de francs suisses et à la seule charge de la commune de Coppet. Donc la question qui se pose, c'est de dire est-ce que ça vaut la peine d'investir 100 millions ? Est-ce que finalement il n'y a pas une opportunité de faire autre chose ? Parce que 100 millions, c'est beaucoup d'argent. À Coppet, il y a donc la traversée du bourg, mais au chapitre des routes, on trouve également la requalification de la route cantonale en dehors du village. Un projet intercommunal challengé par la population de Coppet via un référendum qui sera voté le 25 juin. Oui, effectivement, il y a un droit populaire que certains ont exercé avec un référendum sur une partie du tronçon des routes communales qui sont sur l'extrémité. Et puis, il y a le projet du bourg qui est un autre projet, qui est un projet voulu par les citoyens. Et il faut séparer les deux dossiers. Deux dossiers distincts, certes, mais avec un référendum qui arrive un an après une initiative populaire pour l'ouverture d'un restaurant, n'y aurait-il pas un malaise politique à Coppet ? Je crois pas. Je crois pas. En tout cas, du point de vue de la municipalité, on ne ressent pas du tout le malaise. Il y a surtout, par contre, une ouverture, une volonté de discuter. Je crois évidemment que quand on n'est pas toujours d'accord, chacun affûte ses arguments. Et quand on essaie de démontrer que l'autre a tort, on essaie de vérifier par le passé s'il a fait un certain nombre d'erreurs. Et évidemment, on les met en valeur. Je peux comprendre le procédé. Je ne crois pas qu'il y ait une volonté dans ce type de procédé de démontrer qu'en fait, il y a un problème de personne ou un problème sur le fond. Je crois au contraire qu'on a un conseil très positif avec lequel on travaille en bonne intelligence, même si on n'est pas toujours d'accord. Et on a des référendaires que je respecte et avec lesquels je me réjouis de pouvoir débattre, puisque c'est quand même l'objectif de la démocratie. Les routes à Coppet, on risque d'en parler pendant quelques temps encore. Voilà les routes, justement. On y reste avec les cyclistes qui montent au créneau. Ils s'insurgent contre une vidéo de prévention de la SUVA. Claude Farine, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller communal à Nyon, conseiller intercommunal également, mais aussi et surtout, et c'est pour ça que vous êtes sur ce plateau aujourd'hui, membre de l'ATE, l'association Transport et Environnement. On va voir le clip dans quelques instants, mais expliquez-nous d'abord qu'est-ce que vous lui trouvez à ce clip. Pourquoi vous insurgez ? Moi, je trouve que il est caricatural. Bon, s'il s'agissait de faire le buzz, c'est réussi, les gens en parlent, en débattent, mais je trouve que tout est caricatural dans ce clip. Alors, justement, pour pouvoir se faire un avis, se forger un avis, je vous propose de regarder ce clip, et puis on poursuit l'entretien juste après. Lui, c'est Lambert, mon voisin. Et le hasard veut qu'on bosse dans la même boîte. Alors Lambert, été comme hiver, il prend sa voiture pour aller au boulot. Bonne journée. Alors que moi, tous les matins, et quelle que soit la météo, je prends mon vélo pour aller bosser. Alors évidemment, c'est mieux de faire de l'exercice que de s'asseoir dans une bagnole comme Lambert. Et forcément, par rapport à une voiture, le vélo, c'est écolo. Mais ce que je kiffe le plus, c'est que je vais bien plus vite que Lambert dans sa bagnole. Et qu'en partant après Lambert, j'arrive avant Lambert. Et puis 10 minutes de vélo pour aller au boulot, franchement, c'est pas la mort. Surtout si... La mort, par contre, c'est de rouler comme un con à vélo. Dans près de la moitié des accidents impliquant des vélos, les cyclistes sont fautifs. Il n'est pas encore arrivé, le cycliste ? Pas encore vu ce matin. Il a encore dû crever. Lord have mercy. If you call, I'll answer. Please have mercy. Oh, there's power. Voilà donc pour ce clip de prévention, un clip qui joue sur l'humour noir, la dérision. C'est un humour que vous goûtez peu. Si, je goûte l'humour noir, oui, bien sûr, mais je trouve que là, tout est forcé d'un côté et de l'autre. Mais c'est voulu ? C'est voulu, oui, bien sûr, mais je ne suis pas sûr que, à travers ce clip,
on donne une bonne image, et d'ailleurs et des automobilistes et des cyclistes. Vous voyez d'abord un cycliste qui prend les automobilistes de haut, ils sont capables que de s'asseoir dans leur voiture et puis de ne pas pouvoir changer d'habitude. Ensuite, un cycliste qui fait n'importe quoi en ville, d'ailleurs dans une grande ville qui est Lausanne, et puis qui se croit tout permis. Et puis finalement, on aura des gens qui diront « Ah, bah, bien sûr, évidemment, les cyclistes, moi j'en ai rencontré un qui etc. » Donc ça donne une image du cycliste qui est, je trouve, fausse et qui ne va pas permettre d'avancer sur la problématique de base, qui est, à mon avis, comment faire pour faire cohabiter les piétons, les cyclistes et les automobilistes, surtout dans les villes. Néanmoins, Claude Farine, là, le clip se base sur des faits, à savoir que près de la moitié des accidents impliquant un cycliste est dû à la responsabilité du cycliste. C'est une réalité. Oui, ben parlons-en, parce que je trouve que cette conclusion, elle est trompeuse et je pense qu'elle est inexacte. Si on reprend les chiffres plus précisément, ici, on voit un cycliste qui entre en collision. Or, l'année passée, il y a eu 17 000 accidents de cyclistes, seulement 3 000 étaient des collisions. Donc, on ne peut pas dire d'entrée de cause que dans 50% des cas, les cyclistes sont fautifs. Mais puis l'impact ensuite, aurait été moins grand si ce n'était pas une collision. oui, bien sûr, mais on généralise, et ça, je trouve extrêmement grave de la part de M. Alt de la Souva, de cautionner ce genre de généralisation. En plus, le BPA a fait une statistique sur l'année dernière. Qu'est-ce qu'on y apprend ? On y apprend qu'ils sont les seuls responsables des accidents que dans 29% des cas. Donc vous voyez qu'on est hors d'une photographie réelle de la réalité. Donc les cyclistes n'ont pas grand-chose à se reprocher ? Si, bien sûr. Je pense on est dans une situation qui est en train d'évoluer, notamment dans les villes. Il y a beaucoup de gens, on le voit à Nyon par exemple, où vous avez une station de vélo importante, tous les matins elle est pleine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens commencent lentement à changer de moyens de locomotion et il faut réapprendre de nouvelles habitudes. Et je pense que moi qui suis un cycliste, je n'ai jamais de problème avec des automobilistes. Si on est suffisamment prudent, qu'on regarde l'automobiliste avant de faire ce qu'on va s'engager à faire, il n'y a aucun problème, avec un petit sourire, et puis tout passe bien. Mais ça, il faut l'apprendre. Et je trouve que ce n'est pas seulement aux cyclistes de faire un effort. En Hollande, par exemple, quand on passe son permis de conduire, on apprend que quand on ouvre sa voiture, on regarde à l'arrière pour voir s'il n'y a pas un cycliste qui vient. Ça, c'est des petites choses qu'on pourrait changer dans le code de la route et lentement améliorer la mentalité des automobilistes. Et on le voit, c'est pas forcément aujourd'hui qu'on le constate, mais avec l'arrivée des beaux jours, il y a évidemment de plus en plus de cyclistes. Prudence et attention donc sur la route, tant pour les cyclistes que les automobilistes. Ce sera votre message, oui. Claude Farine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci. Nyon, à présent, qui octroie un budget supplémentaire pour les demandes de subventions qui visent à optimiser l'efficacité énergétique des bâtiments, des subventions destinées, vous l'aurez compris, aux propriétaires. Gaëlle Kaim, bonjour. Vous êtes la déléguée à l'énergie et au développement durable à la ville de Nyon. Alors, première chose, quelles sont les mesures qui sont concernées par cette subvention ? Alors, il y a plus d'une dizaine de subventions qui existent et dont nous avons renouvelé le programme en début d'année, sachant que le canton de Vaud a également révisé l'entité de son programme de subvention pour essayer de pousser cette efficacité énergétique des bâtiments. Donc, à proprement parler, pour les propriétaires, nous leur proposons de les soutenir financièrement s'ils souhaitent faire une étude énergétique de leurs biens immobiliers, qui leur permet de comprendre quelles seraient les mesures à prendre, soit en termes d'enveloppe de bâtiments, soit en termes de chaudière, pour améliorer leur bâtiment en termes énergétiques. Et puis ensuite, d'une fois que cette première étape a été franchie, il y a d'autres subventions qui sont disponibles pour le changement d'une chaudière, en faveur d'énergies plus renouvelables, pour des panneaux thermiques, etc. Est-ce qu'on a une idée en termes de chiffres ou de pourcentage du gain que l'on peut avoir en tant que propriétaire, que ce soit en termes d'énergie ou en termes financiers ? Ça va tout dépendre de l'état initial du bâtiment, de son âge, du type de construction. Actuellement, tous les cantons proposent le CECB, qui est le certificat énergétique des bâtiments, qui correspond à cette étiquette énergie qu'on peut avoir pour les voitures ou pour les machines à café. C'est la même chose pour les bâtiments. Et on sait que des bâtiments qui seront construits actuellement arrivent en lettre B
Et c'est cette lettre-là qu'il faudra viser si on fait des rénovations. Autre mesure, Gaël Kaim, annoncée par la ville de Nyon, c'est le souhait de la ville de renforcer le bénévolat et de développer les compétences au sein des associations. Alors concrètement, c'est une nouvelle subvention qui est destinée donc aux associations qui souhaitent former leurs membres. C'est une enveloppe qui est destinée à ces associations. Elle est de combien ? C'est une enveloppe de 3 000 francs pour cette première année d'essai. En 2015, la municipalité de Nyon a adopté un plan bénévolat qui vise justement à mieux valoriser, mieux communiquer sur le bénévolat à Nyon, sachant qu'on a une richesse associative assez intéressante, plus de 200 associations dans divers domaines. Et une des demandes, c'était de soutenir ces associations qui voient la difficulté de conserver leurs bénévoles et leur motivation. Et une des pistes, c'était de leur offrir la possibilité de se former dans divers domaines. Donc dans les faits, ce budget de 3 000 francs, c'est pour subventionner jusqu'à 50% des frais d'inscription auprès de Bénévolat Vaud, qui propose ces cours de formation. Voilà, Bénévolat Vaud est l'association vaudoise qui permet d'être un centre de compétences pour les autres associations, et elle propose en 2017 un large panel de formations, que ce soit pour plutôt des membres du comité, par exemple sur le droit du travail dans une association, sur la comptabilité, mais aussi pour les bénévoles sur leur propre rôle dans une association en termes de bénévolat. Et une dernière chose, on profite de votre présence, Gaël Kaim, pour évoquer le prix du développement durable. On est en plein dans votre domaine naturellement. C'est un prix qui a été lancé en 2010. Et là, on ouvre, on va dire, le concours à toutes les personnes qui souhaitent y participer. Effectivement, c'est la 8e édition de ce prix. Comme toutes les années, il est ouvert aux associations, aux citoyens, aux entreprises nyonnaises qui peuvent nous soumettre un projet qui a été réalisé ou leurs activités qui prendraient en compte le développement durable dans son ensemble, en intégrant la société, l'environnement et l'économie dans un équilibre. Et les dossiers de candidature qui peuvent être déposés jusqu'au 30 juin. Et puis le nom des lauréats sera rendu public le 26 octobre. Toutes les infos sur le site de la ville. Merci beaucoup, Gaël Kaim. Bonne journée. Et enfin, pour terminer, en bref, Nyon lance sa nouvelle campagne de comptage des différents modes de déplacement, une opération qui est menée, vous le savez, tous les 5 ans. L'actuelle campagne débutée le 24 avril se tiendra jusqu'au 21 mai sur l'ensemble du territoire communal. Le comptage concerne tous les modes de déplacement, du vélo à la moto, en passant par les poids lourds, les bus et les piétons. Et en parallèle, sachez qu'une enquête anonyme est également menée auprès des usagers de la route pour connaître le motif, l'origine et la destination de leur déplacement. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous signalez encore que ce dimanche, il y a le premier tour des élections cantonales vaudoises pour le Conseil d'État et également l'élection pour le Grand Conseil, un événement que vous pourrez suivre en direct sur les réseaux sociaux avec toute l'équipe de Nyon Région Télévision à partir de dimanche après-midi. Merci pour votre fidélité. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition. À bientôt.